Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans le premier des prix de la saison 2025 que je ne sais pas trop comment démarrer puisqu'il s'est passé tellement de choses dans ce week-end qui est le premier de l'année, ce qui apporte toujours une certaine excitation dans cette course qui a été complètement folle avec cette pluie. Il y a énormément d'éléments à ressortir sur une saison qu'on avait déjà énormément hâte de voir débuter. C'est déjà beaucoup et si on rajoute les horaires extrêmement matinaux, 2 heures les essais libres, 4 heures pour se lever, enfin bref. Je suis à la fois KO et débordant d'énergie parce qu'on a fait un premier week-end absolument exceptionnel et j'en suis même au point où je me dis ça va être dur de faire mieux pour les 23 restants. Mais on sait que la F1 est pleine de surprises et il y en a eu beaucoup ce week-end, notamment aujourd'hui. Vous connaissez le principe du déprix, on revient sur tout et sur tout le monde en tout cas. J'essaye, si vous voulez me soutenir dès le début de la vidéo, un petit like, un petit abonnement aussi pour aider la chaîne. N'hésitez pas, on va suivre la saison 2025 tous ensemble. Et avant de démarrer, vous me connaissez, je prends quelques pincettes et je me dois de rappeler qu'on va dire beaucoup de choses dans cette vidéo, mais on va rappeler sans cesse que ce n'était que le premier week-end sur 24. Il y a énormément d'inconnus à cause de la piste, à cause de la pluie surtout, qui a rebattu les cartes et qui fait que les conditions n'étaient absolument pas normales, surtout qu'avec ce qui s'est passé à la fin, le résultat a un peu ni queue ni tête. Donc, certes, on a une idée de plein de choses, on va les développer, mais les conclusions devront attendre un peu. C'est un des maîtres mots de ce premier des prix. Allez, on démarre par cette nuit de folie avec dès la Formule 3 un temps qui nous a beaucoup inquiétés. On a vu que même la Formule 2 n'a pas pu rouler. Heureusement pour la Formule 1, on a eu la pluie idéale. Alors certes, c'était quand même un peu limite au début, on a vu beaucoup d'erreurs, on va évidemment y revenir, mais c'était des conditions où on pouvait encore rouler pile à la limite, donc ça c'est génial. Ensuite, ça a séché, on a changé de pneu, la pluie est revenue. Il n'y a rien de mieux qu'un Grand Prix avec des conditions changeantes, parce que souvent, juste de la pluie, eh bien c'est procession du début à la fin, voire pas de course. Donc là, on était pile dans ce qu'il fallait. Voilà, on s'est régalé, c'était le jour de pluie idéal finalement. Mais bon, malheureusement, démarrons par le début, par donc l'avant-course, ou plutôt le tour de formation. Et cette erreur, cet accident pour Isack Hadjar, je ne prends même pas la peine de vous dire à quel point je me suis senti super mal. Je pense que ça a été le cas de tout le monde. Perso, j'avais juste envie de m'enterrer. C'est ce genre de moment où tu as envie de revenir 10 secondes en arrière pour effacer un truc. Tu peux juste pas. Et voilà, c'était vraiment très très dur. Je n'ose imaginer comment lui et sa famille, qu'on a vu si heureux samedi, des images qui font tellement chaud au cœur, comment ils ont dû se sentir aujourd'hui. Alors évidemment, on va dédramatiser tout ça, mais sur l'instant, d'un point de vue purement mental, waouh, que c'était dur comme événement. J'ai une grosse pensée pour tout son clan, pour lui, forcément. Il s'en relèvera. Il y a la magnifique image du père d'Anthony Hamilton qui nous a tous mis les frissons, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. J'espère que la suite se passera beaucoup mieux, évidemment. Mais waouh, la première vision de ce dimanche matin à 5h02, elle est horrible. Je pense qu'il y avait juste pas pire, quoi. Mais du coup, pour dédramatiser sur Isack, il faut dire que c'est une erreur qui arrive. On a vu d'autres erreurs dans ce Grand Prix. On a vu même ceux qui n'ont pas fait d'erreur ont failli en faire. C'est juste que dans le tour de formation, ça rajoute encore un petit peu plus d'horreur à la chose. Des expérimentés ont aussi fait des erreurs. C'est un petit truc, ça arrive très très facilement. Il faut aussi dire que certes, il y a ça, mais il ne faut pas oublier le reste de son week-end, son vendredi exceptionnel. Dans le coup d'entrée de jeu, pas du tout impressionné par le monde de la Formule 1. C'était un pilote de Formule 1 dès la première seconde et ça, c'est peut-être le plus important à retenir de ce week-end. Et il y a également eu ce samedi la qualif excellente, vraiment très bonne, logiquement battue par Tsunoda, mais avec une marge respectable, une 11e place. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, je trouve que son week-end, même s'il est beaucoup plus dur mentalement et qu'il finit dans la catastrophe, il est quand même bien meilleur que celui d'un Biermann qui lui a fait des erreurs bêtes, des erreurs qu'on ne doit pas faire, qui sont beaucoup moins pardonnables car dans des conditions complètement sèches et où finalement il n'a rien pu montrer Biermann à cause de tout ça. Isack, au moins, on a vu. J'espère juste que dès le week-end prochain, dès la Chine, où en plus il y a un sprint, 2 qualifs, une course, il y a d'autres occasions d'oublier ça. Maintenant, il faut mettre ça derrière soi. Ça arrive, c'est la vie. Début de carrière étonnant. On a hâte de suivre son histoire en F1. Elle démarre de manière dingue. Dans un cas similaire, signalons également Jack Doohan qui se crache aussi au tout début, mais lui quand même, c'est une fois que la course est partie, c'est à pleine vitesse, c'est sur une ligne blanche il me semble, dans l'enchaînement où Victor Martins a aussi eu un crash ce week-end sur le sec. Voilà, c'est évidemment très violent, c'est très dur, mais exactement comme pour Isack, je vais redire que ça arrive, d'autres l'ont fait, lui en plus c'est en course. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression qu'il ne va peut-être pas bénéficier de la même indulgence qu'Isack au sein de son équipe, puisque Briatore a dit avant même la qualification qu'il allait bientôt réévaluer Jack Doohan.
donc ça c'est compliqué pour lui. Voilà, c'est juste un rookie, il faudrait le traiter comme tel. J'espère que Briator va le traiter comme tel, parce que franchement sur le reste du week-end, j'ai trouvé sa Q1 vraiment bonne, hein. Il est dans les temps de Gasly, voire même un peu devant. La Q2, moins éclatante, on va dire qu'elle était normale. Donc voilà, j'espère qu'il sera traité normalement. Et puis dans cette première phase de Grand Prix, on a eu une troisième erreur folle, sous safety car cette fois pour Carlos Sainz. Ça pourrait être la preuve que voilà, finalement, il n'y a pas que les rookies qui font des erreurs, et on en a eu d'autres dans ce Grand Prix. Mais je crois que c'est pas vraiment le même cas, puisqu'en fait, il y a eu un espèce de souci. Le moteur Mercedes délivre de la puissance d'une certaine manière, dans certains cas. Voilà, c'est assez technique, on rentre dans les particularités du moteur de Williams. Mais voilà, c'est pas vraiment la faute de Sainz, c'est plutôt un truc qui s'est passé à l'arrêt Axel sur le moteur, c'est quelque chose de très malheureux, et donc personnellement je n'impute pas la faute de l'accident à Carlos après des recherches que j'ai effectuées. Et pour le reste du week-end de Carlos, parce que du coup on n'en reparlera pas, bah franchement je l'ai trouvé bien dans le coup, à l'image de ce que c'était à Bahreïn, notamment du côté de la qualification. Il a été dans le rythme direct dès le début du week-end, et puis voilà, en qualif il fait une performance qui est bonne et simplement logique, puisqu'il passe quand même jusqu'en Q3. Après il est logiquement battu, et bien battu par Albon, mais ça ne me semble que logique, hein. Comme un Hamilton chez Ferrari, je l'avais dit, on va leur laisser du temps à ces pilotes qui changent d'équipe et qui se heurtent à un gars qui est là depuis longtemps. Donc la perf de Carlos était bonne, malheureusement. Dans un jour où peut-être il aurait pu signer un gros résultat vu tout ce qui s'est passé, il n'a pas pu faire plus de 2 tours, je crois. Allez, maintenant, lançons vraiment ce Grand Prix, maintenant qu'on a déjà laissé 3 pilotes derrière nous, et on va en laisser d'autres au fur et à mesure de la course, et parlons de la lutte pour la victoire, où il y a quelque chose à dire déjà de très clair, c'est que McLaren est clairement, en ce début de saison, comme on pouvait l'attendre, mais plus qu'on ne pouvait l'attendre, sur une autre planète. C'est le cas sur le sec, on l'a vu en qualif, 4 dixièmes sur la P3, c'est le cas sur le mouillé, on l'a vu très clairement, une fois qu'ils étaient seuls devant, ils ont mis un écart phénoménal à Verstappen. Voilà, la McLaren est au-dessus, notamment parce qu'au niveau des pneus, elle fait quelque chose que les autres ne comprennent pas, elle gère ses pneus extrêmement bien. Mais la victoire n'était pas donnée pour le clan McLaren, puisqu'encore une fois, il y avait Max Verstappen. Il faut signaler que Red Bull s'est sauvé le samedi en trouvant de meilleurs réglages, parce que le vendredi, elle n'y était pas du tout, encore une fois. Ils ont cette capacité à mettre le doigt sur un truc pour sauver les meubles, et même peut-être un petit peu plus que ça. Du coup, il y a une très bonne qualif de Verstappen, 3e, dur de faire mieux. Un envol fantastique, honnêtement. Si Norris ne ferme pas la porte, bien, je pense que Verstappen passe entre les deux McLaren et se retrouve premier au premier virage. Ça aurait été absolument exceptionnel. Pas grave, il se déporte, il fait un décroisage à Piastri, il passe 2e. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Malheureusement, on a vu ensuite qu'il ne pouvait pas tenir le rythme des McLaren. Il était en dessous avec sa Red Bull, surtout une fois que les pneus commencent à être usés. Et il a fini par faire cette erreur qui l'a fait repasser 3e. Une erreur quand même maîtrisée, puisqu'il n'a même pas touché les graviers, simplement il a été loin sur le vibreur. Donc voilà, il allait terminer P3 à la normale. Il avait déjà causé énormément de soucis au McLaren, c'était déjà le bout du monde incroyable. Ensuite, on a cru qu'on allait assister au premier duel tendu de la saison entre les deux pilotes McLaren, qui est un peu le scénario fantasmé par tout le monde, quand Piastri a doublé Verstappen et d'un seul coup est devenu plus rapide que Norris. Il est passé de 3 secondes à une demi-seconde. Il a failli y avoir une lutte, mais Piastri s'est mis à faire un peu des erreurs dans un tour, dans 2 tours, probablement dû à une surchauffe des gommes, peut-être qu'il a trop attaqué. En tout cas, je pense qu'à ce moment-là, ça a scellé le fait qu'on allait avoir un doublé Norris-Piastri dans cet ordre, parce que Norris devant paraissait peut-être avoir moins de rythme, mais aussi était en tête, gérait à mieux conserver ses gommes. Donc tranquillement, au passage sur McLaren, il y a eu à un moment donné une consigne, mais en fait, pour moi, pas du tout de polémique, puisque la consigne concernait le fait de ne pas s'attaquer quand on double les retardataires, ce qui me semble être une bonne consigne, surtout sous la pluie, surtout au premier Grand Prix, et ensuite on a répété à Oscar, t'as le droit de te battre, juste fais-le dans les règles. Donc pour moi, de ce côté-là, c'est très bien géré. Mais heureusement pour McLaren, il n'y a pas eu de duel, puisque Piastri a rechuté un peu. Ensuite, on a Alonso qui se crache, tout le monde s'arrête pour mettre des pneus secs, et donc là on se dit qu'il reste une vingtaine de tours sur le sec, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que là, on nous prévient que la pluie va arriver d'un moment à l'autre, et elle arrive dans le 3e secteur du 44e tour, et là, eh bien, va y avoir une erreur de la part des deux McLaren qui se sortent dans l'un des derniers virages, un peu de la même manière, sauf que Norris, lui, se rattrape, pas Piastri, lui, il part dans l'herbe, il restera tanké une bonne minute, 1 minute 30 dans l'herbe, il va clairement tout perdre à ce moment-là, passer d'une 2e place à une 9e, franchement c'est très douloureux pour Oscar qui pouvait signer un premier podium à domicile, dans l'histoire d'ailleurs de l'Australie, qui avait montré de très belles choses. Là il laisse partir déjà de très gros points dans un premier duel avec Norris. Peut-être s'il se joue le championnat, c'est très compliqué. Malgré tout,
Belle erreur, malgré tout je retiens qu'ils sont deux à avoir fait l'erreur aussi quand même, juste Norris ça n'a pas été aussi loin, et je retiens aussi qu'il a été capable d'être très proche. Et s'il est comme ça toute l'année, je suis rassuré pour le suspense, on va dire, de cette saison. En tout cas, juste après son erreur, Norris fonce au stand, et ça pour moi, c'est d'ailleurs peut-être la première fois de ma vie que je vais dire cela de Lando Norris, eh bien, c'était un move de winner. C'était vraiment un coup qui lui a fait gagner la course, qui a montré qu'il est dans une autre ligue peut-être maintenant, même si ça restera à confirmer sur la durée, puisqu'il a décidé ça tout seul, il a dit qu'il y avait trop d'eau, il est rentré, il a prévenu l'équipe. Franchement, bravo, ça lui a fait gagner la course et ça vient consolider une victoire qu'il s'est construit tout le week-end et qui lui appartenait de bout en bout puisqu'il a été parfait, peu importe les obstacles qui ont été sur sa route. Et dans la dernière vidéo, je demandais de voir le Norris 4.0, celui qui a appris des dures leçons encaissées l'an dernier. Bah franchement, je l'ai vu sur ce premier week-end, donc attention, il a passé le premier test, c'était une statement win comme on dit, une victoire coup de poing qui montre qu'un nouveau Lando est arrivé, et pour moi, surtout vu le niveau de sa voiture, quand il fait ça, bah, il se pose en grand favori. Pour la première fois, il mène le championnat. Attention, c'est très très bien parti, c'est exactement comme ça que je voulais voir la saison de Norris, ça part exactement comme ça. Et pour terminer sur McLaren, il faut dire que voilà, la voiture est clairement aujourd'hui la meilleure du plateau et qu'elle a une très bonne marge sur les autres. Je me dois de rappeler que ce n'est que le premier Grand Prix, qu'on a des conditions qui ont été très particulières, que ce n'est qu'un type de circuit, que les autres n'ont peut-être pas encore tout compris. Ça se trouve, Ferrari va mettre les doigts sur les bons réglages et gagner 4 dixièmes. Pareil pour Red Bull, donc évidemment, on ne peut pas être catégorique, mais quand même, waouh, c'est costaud. Et en vrai, pour cette saison, on sait qu'il y a 2026 en ligne de mire. Donc à un moment donné, les équipes vont voir leur retard, vont estimer si elles peuvent le rattraper, si ça vaut le coup, et elles vont peut-être arrêter la saison. Donc pour moi, il sera très important de faire un point à Jeddah et sur les 2-3 premières courses européennes. Si à ce moment-là, McLaren a toujours la même marge, d'abord ça voudra dire qu'elle est vraiment la meilleure sur tous les circuits. Et ensuite, je pense que ça voudra dire que la saison est cuite. Donc attention, McLaren est tellement forte que le suspense de cette saison est peut-être déjà en danger. Je ne peux pas m'en empêcher, je rajoute un petit mot sur Verstappen qui ne cesse de Grand Prix en Grand Prix de m'impressionner et pour moi de sceller sa place parmi les tout meilleurs pilotes de l'histoire, rien que ça, puisqu'il a encore été encore une fois complètement impressionnant, comme sur la deuxième partie de l'an dernier, les 2 derniers tiers. Qualif parfaite, un départ, voilà, je l'ai dit, sensationnel, une seule erreur et en plus plutôt bien maîtrisée, et au final il est P2 alors qu'il a conduit 2 tours de plus que Norris avec des pneus secs sous la pluie et que son maximum potentiellement sur le papier c'était P3 et encore. Peu importe ce qui se passera dans cette saison, le scénario de la course, les forces en présence, eh bien lui il sera là, c'est vraiment un monstre et il va falloir être plus que parfait pour l'éliminer de la course au championnat, pour le distancer, ça va être très compliqué, il va falloir vraiment que Norris fasse 24 fois ce qu'il a fait et encore. Donc franchement c'est énorme. Je rajoute un petit bonus aussi pour Red Bull qui franchement, encore une fois, est pas mal puisque la voiture, on sent qu'on n'y est pas encore. Le concept, on a des doutes si c'est pas une erreur, mais on trouve un fixe le samedi, on s'y tient. Il y a la bonne stratégie sur les pneus médiums. On tente le coup de ne pas rentrer en même temps que Norris pour peut-être gagner quelque chose. On réagit au bon moment avant que ça devienne la catastrophe comme Ferrari, on y viendra. Voilà, franchement, Red Bull a des soucis, mais ils ont aussi de la ressource. Et franchement, ça les sauve. On passe à Mercedes qui est une troisième force plutôt tranquille pour débuter cette saison. Il y a clairement un gap avec les équipes de devant, les 2 équipes de devant dans tous les domaines, mais je dirais que cette voiture est une base, un bon minimum, et pour l'instant est devant Ferrari. On l'a vu en qualif, on l'a vu aussi en course où Leclerc a largement été distancé par Russell sur les tours au début sous la pluie sur le sec. Donc pour Mercedes, on n'y est pas encore totalement parce qu'il y a un écart avec devant, mais ce n'est que le début, à eux aussi d'apprendre plus sur la voiture, de voir dans différentes conditions, etc. etc. Et pour eux aussi, ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils ont un gros plus, c'est George Russell, l'assurance tout risque. Il sait tellement bien maximiser le potentiel de sa machine, il nous a fait une course à la Russell 2024. Bah voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, et si ça se libère devant, je monterai sur le podium, voire je gagnerai. C'est exactement ça. 4e en qualif, 4e tout du long sans être inquiété, monte à la 3e place parce que lui n'a pas fait d'erreur, contrairement à Piastri et même contrairement aux 3 de devant. Franchement, c'est nickel et George Russell est vraiment exceptionnel dans ce genre de configuration de course où il doit prendre le maximum avec un truc qui n'est pas forcément le meilleur. Franchement, bravo. Puis lui aussi a eu le bon call de rentrer au stand en même temps que Norris quand il s'est mis à pleuvoir. Donc franchement,
excellent pour George Russell. Et que dire d'Andrea Kimi Antonelli qui, ça y est, a fait son premier Grand Prix en Formule 1 et l'a tout bonnement terminé à la 4e place. Oui, on a cru à un moment donné qu'il était 5e, mais sa pénalité a fini par être annulée car Mercedes a apporté de nouvelles images. Voilà, Antonelli, 4e de sa première course. Voilà, la phrase est complètement dingue. Alors évidemment, si je veux faire mon travail sérieusement, je ne peux pas simplement m'arrêter là, sinon je vois la position de chaque pilote et je m'arrête là, il n'y a pas d'analyse. Non, clairement, il faut dire que cette P4, elle est extrêmement due à beaucoup de circonstances qu'Antonelli n'a pas forcément maîtrisées. L'arrivée de la pluie, avec cet arrêt qui fait changer sa course, alors que lui, au tour 44, ne voulait pas s'arrêter, il l'a avoué après, donc l'équipe l'a fait passer de la P10 à la P5 à ce moment-là. Il faut dire qu'il y a un GP qui a été plutôt prometteur sur certains points, mais avec un rythme quand même en dessous, et des erreurs, notamment un gros spin où il a eu très chaud en début de course. Et puis il faut parler aussi de cette qualif, où bon voilà, il sort en Q1, il est 16e, il n'y a pas forcément de honte à ça pour sa première qualif, mais il se qualifie derrière Bortoleto, Douane et Adjar, qui sont des rookies comme lui, et qui ont une machine qui a moins de potentiel que la sienne. Donc voilà, on sent que finalement c'est peut-être sur un tour qu'il en manque le plus à Antonelli. Tout n'était pas parfait, la réalité est évidemment bien moins belle que cette 4e place. Mais quand même quoi, c'est dingue, il n'a pas fait d'erreur dans la fin de course, quand il s'est mis à pleuvoir, quand il a fallu changer de pneu, quand il a fallu prendre des bonnes décisions. Il a été doublé Alexander Albon sur la piste, il a aussi fait des beaux dépassements sur Hülkenberg sous la pluie, on sait qu'il est très fort sous la pluie. Et puis voilà, deux choses aussi, ce n'était que un début pour lui, et il n'a que 18 ans. Bon voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est exceptionnel, même si, évidemment, c'est pas un 10 sur 10, parce qu'un rookie qui fait ça, c'est 10 sur 10, évidemment, ce sera pas 10, parce qu'il y a des circonstances, mais voilà, de toute façon, si Mercedes l'a choisi, lui, pour aller direct dans l'équipe, remplacer Hamilton, bah voilà, on va pas se mentir, on le dit depuis le début, je suis un des premiers défenseurs d'Antonelli, très clairement, je le revendique, je le répète, ma phrase d'ailleurs, pour moi, Antonelli, on n'a pas vu un gars comme ça arriver depuis tout simplement Verstappen. Donc voilà, cette première course forcément enjolive un peu cette phrase. Maintenant j'ai hâte de voir à la régulière comment il va progresser. Il y a beaucoup de choses encore, mais quel début énorme. On arrive chez Ferrari et on peut dire que c'est un raté sur toute la ligne pour la Scuderia. Quelle déception, quelle douche froide pour ce premier Grand Prix de l'année où on les attendait très haut. Et vraiment, j'ai pas compris parce que leur week-end est un peu parti en vrille tout seul sans qu'on comprenne vraiment ce qu'ils ont tenté et pourquoi. Parce que vendredi, ils étaient dans le coup. Ils changent les réglages samedi et dès la FP3, c'était criant dès les premiers tours si vous étiez debout à 2h30 du matin, eh bien ils ont accusé un retard sur les autres, ils n'arrivaient pas, ils mangeaient les pneus, je pense qu'ils avaient peut-être aussi un petit peu trop d'appui, il y a une voiture qui est devenue aussi très inconstante d'un tour à l'autre, ça n'a pas marché, du coup ça a fait une très mauvaise qualif, P7, P8, c'est compliqué, et en plus tout ça n'était pas dû à une anticipation avec des réglages spécial pluie, on l'a vu, puisque quand Leclerc s'est retrouvé derrière Russell, il s'est fait larguer par Russell, donc clairement Ferrari n'a pas fait de réglage pluie en qualif pour la course, donc en fait c'est un vrai coup dur parce que c'est simplement la perf de la voiture, son réglage, sa compréhension qui n'est pas au niveau. Voilà, on ne connaît pas encore le plein potentiel de la voiture, combien de temps ils mettront à la régler, à tout comprendre, etc. Mais ce week-end, en fait, ils sont juste passés à côté, quoi. Il n'y avait pas la perf, et j'ai le sentiment que quand même, va vite falloir commencer à trouver les axes pour faire mieux. Mais bon, encore, si ça s'arrêtait là, et qu'ils terminaient, je crois, 5e et 8e, comme ils étaient au moment où les choses se sont un petit peu figées, voilà, ça aurait été quand même pas si mal, mais ils ont fait encore moins bien à cause d'un raté stratégique, le deuxième raté du week-end. Leclerc, qui avait pris un top départ, était 5e, mais se fait doubler par Tsunoda parce que Ferrari a mis des hards, alors que peut-être mettre les médiums était une bonne idée, comme Tsunoda lui l'a fait. Leclerc qui va ensuite spin au moment où la pluie arrive dans la fin du tour 44. Et à ce moment-là, décision de Ferrari de ne pas s'arrêter en même temps que Lando Norris, de tenter d'aller au bout de la course avec les pneus pluie. Le pari qu'a aussi brièvement tenté Verstappen, c'était de ne pas s'arrêter, de laisser passer l'averse pour ensuite ne pas avoir à se réarrêter. Ça ferait 2 arrêts de moins que par exemple Norris. Certes, tu perdrais un peu de temps quand il pleut, mais si tu perds suffisamment peu de temps, eh bien tu restes devant une fois que ça redevient sec. C'était un pari qui se tentait. Malheureusement, j'ai 2 points qui me font tiquer.
Le premier, c'est de le tenter avec les deux voitures. C'était un pari osé, c'était bizarre peut-être de mettre tes deux œufs dans le même panier, surtout que Leclerc vient de faire une erreur, peut-être que tu peux tenter avec lui de le boxer, ou à l'inverse, boxer Hamilton qui est bien placé, faire prendre moins de risques. Bon voilà, j'ai pas trouvé que c'était top, on y a cru un temps, mais en fait on a vite vu que ça pourrait pas marcher, Hamilton n'allait pas prendre son premier podium en rouge, très clairement pas. Et voilà, pour moi le deuxième point gênant, c'est qu'ils ont mis trop de temps à se rétracter, puisqu'on a vite vu, au tour 45 déjà c'était galère, au tour 46 c'était évident que ça marchait pas, c'est pour ça que Verstappen est rentré, et pourtant Ferrari a attendu le tour 47 sous la safety car pour changer de pneus, donc pour moi ça c'est un peu gênant, c'est que dès le tour 45, 46 au plus tard, fallait rentrer les deux voitures et on aurait sauvé encore plus de points. Donc clairement c'est pas du tout une bonne première pour cette saison chez Ferrari, et pour ceux qui pensent que peut-être ils n'auraient pas dû s'arrêter sous la safety car, puisqu'ils étaient à ce moment-là deuxième et troisième je crois, ils auraient peut-être pu tenter d'aller au bout en inter, en pneus secs, pardon. Bah non, justement, parce que tout le monde a terminé en inter. On a vu jusqu'au bout que la piste était mouillée. Donc en fait, si jamais ils s'arrêtaient pas sous la safety car, même si c'était trop tard, ils auraient fait 0 points. Là, ils en ont au moins fait 5. Sinon, un mot du week-end de Lewis Hamilton qui, je trouve, fait des débuts très positifs. Alors oui, il accuse un déficit de performance clair et qui est peut-être un petit peu plus gros que ce que les résultats bruts laissent penser, notamment en qualif où il n'y a que 2 dixièmes sur le papier, mais Leclerc ne va pas au bout de sa dernière tentative, donc potentiellement il y a plus autour de 4 dixièmes comme on a vu sur le reste du week-end. Et en course aussi, le résultat est proche, alors qu'en soi, Leclerc à un moment donné avait mis un peu plus d'écart, avait plus de rythme, mais très clairement, c'est on ne peut plus normal. J'ai trouvé qu'il avait quand même une capacité à assurer extrêmement bien, malgré toutes les inconnues qu'il a encore au volant de cette voiture, qui en plus n'est pas encore très compétitive, il découvre tout. Et j'ai adoré aussi son attitude très positive, tout dans la découverte, tout dans le test, tout dans le c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il faudra voir petit à petit les gains qu'il fait week-end par week-end. Et là, dans les conditions qui étaient certainement les pires possibles, il aura sûrement appris déjà des choses. Et en soi, je crois que pour lui, la tournure du week-end de Ferrari, que ce soit la voiture pourrie, entre guillemets, et la stratégie qui n'a pas marché, je crois qu'en fait, c'est pas si grave pour lui. En tout cas, c'est pour lui que c'est le moins grave au sein de Ferrari, puisqu'il n'avait rien à jouer. Les points sont clairement anecdotiques. On l'attendait derrière Leclerc. Il a besoin de temps. Donc voilà, finalement, avoir fait un test dans des conditions bonnes le samedi, horrible le dimanche, c'est pas plus mal pour lui. En revanche, sur Leclerc, alors il faut dire qu'il a été, je trouve, quand même assez rapide en performance pure. Il était dans le coup vendredi. Samedi, on sent quand même que ça va plutôt pas mal. Il fait un exceptionnel départ lors du Grand Prix dimanche. Il passe 5e. On sent que voilà, il avait un peu de rythme quand même. Malgré tout, je suis déçu parce que déjà, il y a cette tentative avortée lors du dernier tour de la Q3, qui est pourtant généralement son point fort. À cause de ça, il se met à la merci d'Albon et Tsunoda qui lui passent devant. Donc, pour moi, c'est quand même une erreur. Et puis aussi, il y a ce spin. Certes, tout le monde a un peu fait une erreur à un moment donné ou à un autre, mais celle-là, elle est quand même grosse et elle coûte très cher puisqu'elle coûte 4 places. Et à ce moment-là, qui était le moment décisif de la course, il a un petit peu lâché l'équipe. Je pense qu'il pouvait, dans un week-end où Hamilton débutait, porter beaucoup plus l'équipe, prendre un bien meilleur résultat, peut-être à l'arrivée une P5 et une P4 dans les conditions un peu folles. En fait, il aurait pu faire comme Russell a fait. Alors certes, il n'est pas aidé par la stratégie de son équipe et par le fait que s'il n'y a pas la pluie qui arrive, il va finir P5 et ça aurait été un très bon résultat. Mais voilà, le spin, la Q3, un petit sentiment qui n'était pas à 100%. Ouais, bof, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Nouvelle section et on va maintenant récompenser 3 pilotes qui font de très beaux résultats un peu surprise. Albon 5, Stroll 6, Hülkenberg 7. On commence avec le Thaïlandais qui vient récompenser de 10 points les très bons débuts de Williams qui est la 4, 5, 6e force avec Ferrari et Racing Bulls dans ces eaux-là. Une voiture qui est très rapide sur un tour, on l'a vu. Et qui a aussi assuré lors de la course puisqu'elle a totalement tenu son rang. Alors attention évidemment, est-ce que c'était le circuit ? On sait aussi que c'est que le début pour Williams qui va peut-être pas développer sur toute la saison, ça ne tiendra pas forcément, ce n'est pas vraiment leur vrai rythme, ils ne sont pas d'un seul coup revenus très 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 haut. On a aussi Ferrari qui avait un coup de moins bien, le résultat est clairement embelli donc attention, mais ils ont parfaitement géré leur week-end australien, ça il faut le dire, c'est des débuts parfaits, Williams ne pouvait pas faire mieux. Et pareil pour Alexander Albon qui je trouve a été un petit peu oublié, un petit peu snobé ces derniers temps dans les previews des saisons, tout le monde quasiment l'a mis devant Sainz, pas moi, alors on verra sur la durée évidemment, je commence pas à me fanfaronner même si finalement avoir déjà marqué 10 points, c'est un gros pion qui a été avancé, mais ce que je veux dire par là c'est que
Albon, en fait, il est excellent. 2022-2023, il a fait des saisons énormes, et j'ai l'impression que l'an dernier, qui a été moins bonne, a un peu fait oublier à tout le monde qu'on a un pilote qui est l'un des meilleurs du milieu de peloton. Donc franchement excellent. C'est logique qu'il soit meilleur que Sainz pour les débuts de Carlos, clairement, mais 6ème en qualif, 5ème en course, parfait. Voilà, c'est énorme. Il a fait aussi le bon choix en s'arrêtant au bon moment. Voilà, bravo. Albon aussi peut s'insérer comme les noms importants de la grille cette saison. On l'a un peu oublié, certains l'ont oublié, il se rappelle à nous. Quant à Lance Stroll, d'abord un mot sur Aston Martin qui est vraiment moyenne, peut-être un peu mieux que ce que je pensais. C'est pas la catastrophe que j'avais peut-être anticipé. On va dire qu'ils sont la 8e force, ce qui reste pas dingue. En Q1, d'un seul coup, on s'est dit peut-être. La Q2, malheureusement, a été décevante. Stroll, lui, a été moyen, a été battu par Alonso le samedi et le dimanche. Il a été anonyme. C'était un Lance Stroll qui, dans une course normale, termine 12e. Mais voilà, Lance Stroll, lui, il a fait 0 erreur du week-end. Il a fait un Grand Prix à la porte des points. Il s'est arrêté au bon moment. Il a émergé dans une bonne position. Il a été chercher la P6. Évidemment, comme beaucoup d'autres, c'est embelli. C'est un mot que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Et aussi, ça marque une belle différence avec Fernando Alonso, qui démarre très mal sa saison. En Q2, il gâche la chance d'aller en Q3 en abîmant son fond plat, en allant un petit peu trop large sur un vibreur. Et puis en course, alors qu'il est à la porte des points, je crois qu'il est 10e chassé par Antonelli ou 9e, quelque chose comme ça, vous me corrigerez. Donc en passe de marquer quelques points. Eh bien, il y a ce crash très coûteux avec cette roue dans le gravier dans ce fameux virage 6. C'est non conventionnel de la part d'Alonso, on va dire, mais c'est un raté. Et ouais, c'est dur. Et puis donc, on a Hülkenberg qui ramène 6 points à Sauber, c'est énorme, rendez-vous compte, sur l'entièreté de l'an dernier, 4 points miracle, et là, en un Grand Prix cette année, 6. C'est dingue et je suis content pour l'équipe, content pour Hülkenberg, notamment au niveau du moral. C'est très cool pour eux. En plus, il faut le dire, ils sont clairement moins décrochés que ce qu'on a anticipé après les essais hivernaux. Ça va mieux. Ça reste la 9e force, clairement, on va pas se mentir, mais moins loin que prévu. Il y a eu des petites upgrades qui ont fait la différence. Ils se sont arrêtés au bon moment, ils sont récompensés. Hülkenberg a fait une qualif un peu moyenne, on sent qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise avec la voiture, mais son Grand Prix, il est nickel, il concrétise, il n'y a pas de faute. Voilà, très 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 bien. Et du coup, un petit mot sur Bortoleto qui a fait une qualif géniale. C'était un peu la sensation, une des sensations du samedi. Il a battu son coéquipier, c'est le seul rookie à l'avoir fait. Il a fait un Grand Prix que j'ai trouvé, ma foi, plutôt normal, plutôt conforme aux attentes qu'on doit avoir d'un rookie, surtout dans une Sauber, surtout dans une voiture qui ne passe quasiment jamais à l'écran. Malheureusement, à la fin, il y a cette erreur en intermédiaire, au moment où ça pleut, au moment où c'est la galère. Une erreur moins grave que celle de Douane et encore moins grave que celle d'Adjar par rapport aux autres rookies, si on peut comparer. Et en plus, je viens de voir quelques théories comme quoi peut-être aurait-il eu une défaillance, puisque avant, dans le tour, il a demandé à ce que l'équipe check la voiture et on a vu ensuite que son pneu arrière gauche ou droit, arrière droit, était dans un mauvais état. Donc est-ce qu'en fait il avait une crevaison lente et c'est ça qui entraîne le rebond sur le vibreur ? Je ne sais pas encore. Selon les infos qu'on apprend dans la semaine, ça fera ajuster la note que je vais vous donner en fin de vidéo. Mais tout ça pour dire qu'un crash, ça arrive, c'est le moins pire des crashs des rookies et que le reste du week-end, franchement, était plutôt pas mal, plutôt prometteur. Bortoleto, F2, F3, coup sur coup. Ça démarre pas mal. Et puis, dernière page sur la course, on va évoquer les perdants, à commencer par, ça me brise le cœur, Racing Bulls et Tsunoda, qui se qualifie 5e en qualification, qui est 6e tout le long du Grand Prix, qui passe même 5e une fois qu'il double Leclerc quand il avait des médiums face aux pneus hard. Voilà, Racing Bulls est la 4e force sûrement de ce week-end, Tsunoda est on fire. Mais voilà, malheureusement, comme Ferrari, ils font la même stratégie quand il se remet à pleuvoir. Ils ne s'arrêtent pas, ils s'arrêtent seulement sous la safety car au 47e tour, soit 2 voire 3 tours trop tard. Et ça fait 0 point à l'arrivée, parce qu'à la fin, il y a Piastri qui remonte. C'est terrible. Si on ajoute à ça l'accident d'Isaac, c'est vraiment un dimanche catastrophique pour l'équipe qui était peut-être la plus heureuse du paddock vendredi et surtout samedi. Et voilà, 0 points, ça fait mal dans un week-end où Williams en prend 10, où Sauber en prend 6, où Aston en prend 8, si mes calculs sont bons. Ouais, en fait, 10 points, 8 points, 6 points pour une équipe du milieu de peloton, c'est déjà énorme, on l'a dit en début d'année. Les 2-3 Grands Prix full de la saison peuvent décider quasiment à eux seuls des positions dans la deuxième partie de tableau. Donc pour Wecarb, qui pourtant démarre très bien, eh bien ça ne se voit pas. Et dans combien de Grands Prix auront-ils 10 points ? Ça se trouve, ils ne l'auront pas. Donc c'est très douloureux. Je finis rapidement sur Tsunoda avec un point que je n'ai pas mentionné. Quand même, dans son week-end parfait, excellent,
Notons que du tour 44 au 47, quand il pleut et qu'il est en pneu sec, c'est peut-être le pilote qui s'en sort le moins bien, parce qu'à un moment donné, il est devant tout le monde, il est devant Hamilton, Gasly et Leclerc, et en fait, au moment où il s'arrête, il est repassé derrière les trois, il s'est fait doubler, parce que vraiment, il a galéré sous la pluie avec des pneus secs plus que les autres. Donc, c'est le petit bémol à son week-end, mais bon, ça n'aurait sûrement peut-être pas changé grand-chose. Donc, quoique, en fait, non, parce que j'y pense en même temps que je parle, mais si jamais il reste devant Hamilton, par exemple, vu qu'il s'arrête en même temps que les Ferrari, il ressort dans les points, et on a vu qu'il avait de bonnes chances peut-être de garder sa position. Donc, mine de rien aussi, ces 3 tours de Yuki ont coûté des points. Autre perdant dans le même style, c'est Alpine. Côté voiture, c'est ok, on sent qu'ils ne sont pas les meilleurs des autres, Williams et Racing Bulls ont un petit temps d'avance, mais ils sont là, preuve en est, Gasly est passé en Q3, il a couru dans la zone des points tout du long, il a en ramené 1, 2, 4, c'était ok, mais voilà, comme Tsunoda, comme Ferrari, on est resté en piste avec les pneus secs trop longtemps. Gasly lui s'arrête en même temps que Verstappen au 46e tour, mais il ressort déjà 12e, donc c'est déjà trop tard. Et en plus, quand il se relance, quand la safety car s'en va, il n'a plus de frein, il y a un souci de réglage de frein, donc ça a gâché sa fin de course. Donc 0 points, c'est également très dur pour Alpine, parce que c'est pas mérité comparé aux 0 points de l'an dernier à la même époque, qui lui était pour le coup très très mérité. Et 0 points, ça fait mal quand on voit ce qu'ont déjà pris les autres. C'est très dur pour Alpine, car ce n'est pas représentatif, et c'est trop dur par rapport à ce que ça aurait dû être. Autre perdant, je suis malheureusement obligé de le mettre là parce que sa campagne 2025 démarre de la pire des manières et je pense que ça va déjà lui faire du mal et que malheureusement c'était absolument pas le premier pied, la direction qu'il fallait prendre. C'est Liam Lawson qui en fait a fait quasiment une redite d'un week-end de Sergio Pérez. Élimination en Q1, très loin dans le Grand Prix puisqu'il fait sa course entre les Sauber et les Haas, un crash à la fin. Voilà, c'est ultra violent pour lui. Mais voilà, on parle du deuxième pilote Red Bull. On le sait, c'est un rôle qui est impossible, qui a tué, qui a failli détruire la carrière de 5 pilotes, qui a détruit celle de Sergio Pérez. C'est un rôle impossible où il n'est pas aidé. En plus, dans une voiture toute neuve, qui n'est pas encore parfaite, qu'il faut régler. En plus, il n'a pas roulé du samedi avant la qualif, puisqu'il a eu un souci moteur en FP3, ce qui change énormément de choses. Et on parle d'un mec qui a 11 Grands Prix en Formule 1, qui a le niveau d'expérience d'Alexander Albon quand il est monté chez Red Bull. Voilà. En plus, c'était le seul de la grille qui n'avait jamais roulé en Australie, que ce soit en F1 ou dans les petites catégories. Donc quand on additionne tout ça, pardon, mais ça rend un peu plus normal certains aspects de la perf de Liam Lawson. Et je répète que dans cette histoire, encore une fois, il y a beaucoup de la faute de Red Bull et que donc du coup, je ne ferai pas partie de ceux qui vont se ruer sur une conclusion hâtive, sur un jugement sur Liam Lawson. Ce rôle est catastrophique, ce deuxième siège est une plaie. Et je crois qu'en fait, Yuki Tsunoda, en n'étant pas promu par Red Bull alors que c'était lui qui le méritait le plus, on lui a offert une vraie chance. Parce que si jamais il faisait la saison dans la Red Bull, je pense que c'était sa dernière en F1, sûr, parce qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Alors que là, en se montrant dans la Racing Bulls, il a de vraies chances d'attirer une autre équipe, Cadillac, Aston, je sais pas, mais quand il fait des perfs comme ce week-end, notamment le samedi, on se dit « Ah ouais, faut pas que ce mec parte ». C'est des perfs impossibles à faire dans la deuxième Red Bull qui n'est pas une voiture normale. Je continue de le penser. Donc Yuki, en fait, on lui a fait un cadeau. Et puis les derniers perdants, c'est évidemment Haas, qui est la dernière équipe du plateau, et c'est la douche froide, parce que certes à Bahreïn, ils n'avaient pas été rapides, mais c'était comme l'an dernier, on se disait, vous allez voir, ils ont un peu caché leur jeu, ils ont été tranquilles, ils avaient un différent programme, sur les longs relais c'est pas mal. Là non, pas du tout. Il n'y a rien qui va, c'est de très loin la plus mauvaise voiture, une voiture qui a très peu évolué par rapport à l'an dernier, qui n'est pas comprise, qui n'a pas de performance. C'est très 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 dur et ça fait mal pour Esteban Ocon qui est clairement un passager là-dedans. Haas, à moins de trouver rapidement une solution, risque de vivre une saison très longue. On rajoute à ça le week-end de cauchemar pour Oliver Biermann, absolument ce qu'il ne faut pas faire quand on est un rookie, parce qu'il y a 2 crashs en essai libre, un premier assez bête, puisqu'il remet du gaz dans l'herbe, ça coûte très cher, il participe pas à la FP2, et ensuite le plus grave pour moi, c'est celui où il se tanque dans le gravier, dès le premier tour de la FP3, alors qu'il a fait déjà l'erreur la veille, ça c'est très grave. Ça lui coûte la qualif, puisque du coup, on n'a pas pu tester comme il faut la voiture, la régler, il n'y est pas, et il y a un problème, on n'a pas pu détecter ce problème plus tôt en FP3. Il part dernier. Après, son Grand Prix est plutôt correct, mais clairement, c'est le pire cauchemar d'un rookie, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Surtout que lui, j'y pense maintenant, c'était pas sa première, il a déjà 3 courses, dans des conditions différentes, une avec la Ferrari, à chaque fois en remplacement de dernière minute, ou presque. Mais voilà, c'est pas Bortoleto ou Hadjar, ou Antonelli. C'est un mec qui a déjà fait un week-end complet en F1.
Et pour finir sur As, j'ai un petit regret, c'est peut-être de ne pas avoir tenté le pari des pneus jusqu'au bout. En fait, ils ont fait le pari inverse de Ferrari, ne jamais passer aux pneus secs. Ils avaient les intermédiaires, tout le monde est passé aux pneus secs sous la safety car, eux non, en se disant l'inverse va revenir. Tout ça pour finalement abandonner l'idée avant même la fin de la safety car et à 3 tours de l'arrivée de la pluie. Je me dis que si les As avaient eu les inters quand tout le monde s'est mis à sortir de la piste, bah peut-être que ça la faisait remonter dans les points, mais en même temps, les 3-4 tours en plus à faire avant auraient peut-être détruit les pneus. Donc bon, quoi qu'il arrive, je pense que c'est assez anecdotique et que dans tous les cas de figure, As ne marquait pas de points aujourd'hui. Mais voilà, quitte à tenter le pari, quand t'es dernier quoi qu'il arrive avec une stratégie classique, voilà, peut-être que j'aurais aimé voir un Ocon qui reste sur les inters sur le sec. Allez, avant de passer au classement et aux notes, je vous avais promis de revenir sur le graphique que j'ai fait la semaine dernière en prédisant la hiérarchie du côté de Melbourne. Et on va maintenant placer la réelle perf des équipes avec quand même une petite difficulté majeure. C'est qu'à cause de la pluie, c'est dur de savoir ce qu'est réellement la vraie perf de l'équipe dans des conditions normales. Malgré tout, chose promise, chose due, voici le graphique. Les boîtes, c'est là où j'attendais les équipes finalement plus ou moins forts. Les points rouges, c'est là où j'ai trouvé qu'ils étaient ce week-end. Vous voyez que McLaren était bien la première force et quasiment dans le meilleur scénario pour eux, ils sont vraiment très forts. Mercedes, moi, pas forcément dingue, mais bon voilà, ça reste correct devant Ferrari qui clairement est une des grosses déceptions. Est-ce que c'est le vrai niveau de la voiture? Je sais pas, mais en tout cas c'était le niveau à Melbourne, ils sont en dessous et voilà, je les ai mis au même niveau que Williams et Racing Bulls quand on regarde, puisque c'est deux voitures qui ont fait la course avec eux tout du long, quand même été devant par instant. Red Bull au milieu, 4ème place là, finalement et la deuxième force, mais en fait je devrais pas mettre le logo Red Bull, je devrais mettre la tête de Max évidemment, il a été très très fort. Alpine, comme prévu, pas de catastrophe pour l'écurie française, que je place un petit cran en dessous de Williams et de Racing Bulls. As en revanche, c'est la grosse surprise, c'est mon troisième gros raté avec Ferrari et Racing Bulls, beaucoup moins bien que prévu, la dernière force du plateau. Aston, pas de catastrophe, ma boîte était trop grande vers le bas, j'ai eu peur pour rien, mais voilà, ça reste à une 8ème place dans la hiérarchie, je pense. Racing Bull, je l'ai dit, erreur de ma part, je sais pas j'arrivais pas à lire leurs essais, ils sont bien mieux que ça, à voir s'ils confirment. Et Stake, effectivement au fond, mais dans la tranche haute des prévisions, voire très haute, d'ailleurs mieux que As. Voilà, Stake est au fond, clairement, mais bon voilà, ça va, il y a pire. Un petit point maintenant sur les classements. Après une course, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, totalement, clairement. Mais quand même, ces classements sont fous, donc j'avais quand même envie qu'on les regarde. Côté pilote, c'est le classement de la course. Lando Norris mène le championnat du monde pour la première fois de sa carrière. C'est le 63e pilote à le faire. Il met fin aux 1029 jours de règne de Max Verstappen. Je note les positions folles d'Antonelli, d'Albon, de Stroll, d'Hülkenberg. Les Ferrari qui sont tout en bas. On verra si elles remontent et où. Piastri aussi, qui est peut-être le grand perdant de ce dimanche à Melbourne, très clairement. Et le plus fou, c'est le constructeur, avec une égalité grâce finalement à la P4 d'Antonelli entre Mercedes et McLaren. 27 points. Mercedes qui fait un mini hold-up, qui démarre bien mieux que prévu, bravo. Red Bull qui est là avec une seule voiture, c'est Max Verstappen team. Puis après on a Williams, Aston et Sauber qui font les excellentes opérations avec Albon, Stroll et Hülkenberg. Et la P7 de Ferrari avec 5 points. C'est très 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 dur, mais voilà, c'est logique vu les erreurs. Coup dur pour Alpine et Racing Bulls qui sont à 0 alors que leur perf valait bien mieux que ça. C'est un énorme coup de bambou déjà pour eux dans cette saison. Et As, par contre, elle est à 0. Et pourrait le rester un moment, j'espère pas toute l'année. On verra. Allez, on passe aux notes. Vous le savez, tous les week-ends, je note sur 10 la perf des pilotes. C'est sur l'ensemble du week-end, qualif comprise. J'essaie de prendre tous les éléments en compte. Ce n'est pas parfait. J'attends vos avis en commentaire et dans le Google Doc en description. Pour m'aider à ajuster chaque week-end, je vous lis et j'enlève des demi-points, j'en rajoute, je fais ma sauce pour arriver à une note plus juste. Je n'ai pas pu tout voir, tout comprendre à 100%, donc vous êtes là pour m'aider, me corriger, vous me donnerez vos avis. Sachez aussi que les pilotes sont notés en fonction de leurs attentes, de leur espérance, de leur niveau. Je n'ai pas noté pareil un rookie que Fernando Alonso, très clairement, donc c'est pour ça que certaines notes peuvent paraître bizarres. Prenez en compte que tous les pilotes s'inscrivent dans un contexte unique et qu'à partir de ça, on voit. Et je rajoute pour terminer le bon disclaimer de la première de la saison que ces notes sont là pour donner un classement alternatif au classement par points. C'est un indicateur, ce n'est pas une vérité absolue, c'est pas parfait, je le sais, c'est pas une science, je le sais, mais c'est ce que j'adore faire, c'est noter les pilotes pour avoir une vision juste, au plus juste possible j'espère, de leur saison. Allez, on démarre par Norris qui est tout en haut mais qui n'a pas le 10, qui vous le savez chez moi est très dur à obtenir.
Pas de 10 car il y a cette erreur, quand même mine de rien assez grosse, il sort largement de la piste, il a eu chaud, et aussi en qualif, voilà, il n'a pas non plus mis une demi-seconde à son coéquipier, ça reste un dixième, c'est bien. Et après je me dis que dans un Grand Prix normal j'aurais plutôt mis 9, mais comme le Grand Prix était tellement difficile et qu'il a tellement bien appris les leçons de l'an dernier, c'est 9,5, proche du 10. Même note pour Verstappen qui, hormis sa légère erreur, aura été parfait, choquant encore une fois. Un duo à 9, Russell, exceptionnel, Albon, exceptionnel. Pour les deux, quasi impossible de faire mieux, bravo. Derrière, il y a Antonelli, franchement exceptionnel, il avait un vrai rythme. Il a fait 4ème, c'est magnifique, les circonstances ont forcément aidé. Mais pour un rookie, sous la pluie, un premier week-end, c'est énorme. Voilà. Moi j'ai mis 8,5, peut-être que je dois descendre à 8 et que je m'emballe, vous me direz. 8 où on retrouve Tsunoda, qui a fait finalement le même week-end qu'Albon, sauf le call à la fin et les 3 tours pas terribles sous la pluie, donc frustrant parce qu'il avait été excellent. Pierre, en fait voilà, comme Tsunoda, pareil, la stratégie qui a tout gâché. Un peu moins éclatant que Yuki, avec aussi une Alpine qui était moins bonne que la Racing Bull, mais Pierre aurait dû marquer des points, d'où le 8, parce qu'il n'a, je pense, rien à se reprocher, et ça doit se voir dans sa moyenne. Ensuite, j'ai Hülkenberg, qualif dur, et un résultat un peu heureux, mais un Grand Prix de top. Arrêt à bon moment, voilà. Il concrétise 6 points pour Sauber, c'est énorme, concrètement, on doit le féliciter. Et j'ai Hamilton aussi à 7, qui est en retard, etc. Tout ce que vous voulez, c'est clair, mais qui est à une bonne place, surtout vu les conditions. Peut-être que le 7, c'est un peu beaucoup comparé à d'autres, mais franchement, j'ai adoré son premier week-end en rouge, je l'ai trouvé très positif. Et du coup, au-dessus de Leclerc, qui vous le voyez à 6,5, parce que j'attends plus de Leclerc. Certes, il n'a pas été aidé par Ferrari, etc., etc. Mais entre la Q3 et le spin, voilà, je reste un peu sur ma faim. Je pense qu'il y avait plus fort à faire. 6,5 aussi pour Piastri. Certains voudront mettre moins. Je ne le fais pas parce qu'il a fait une erreur finalement assez semblable à Norris. Sauf que la conséquence est, de manière sans pouvoir vraiment l'expliquer, beaucoup plus grave que celle de Norris. Donc je me retiens parce que je n'oublie pas que j'ai mis 9,5 à un mec qui a fait quasiment la même erreur. Malgré tout, l'erreur, elle est coûteuse et il n'a pas rattrapé. Le reste était plutôt top, la qualif, le rythme. Attention au moment où il a surchauffé les pneus aussi derrière son coéquipier. Voilà, ça reste quand même un bon premier week-end. 6,5 aussi pour Bortoletto, qui se crache, mais qui est un rookie, qui a impressionné en Q1, qui a fait un bon Grand Prix. Je peux peut-être même remonter si on apprend que le crash n'est pas de sa faute. On verra dans les prochains jours. 6 pour Ocon, qui est un notable. C'est un peu le nouveau Bottas de 2025. Il n'y a rien à dire sur lui. Une voiture trop faible, donc dommage. Ensuite, j'ai 5 pour Douane, qui se crache. Donc quand même, c'est dur. Mais un pilote normal qui se crache comme ça, je pense que j'aurais mis plutôt 3. Lui, c'est qu'un rookie. Il a fait une qualif plutôt ok, plutôt pas mal. Et ensuite, la zone des 4, avec d'abord Hadjar, qui fait peut-être le crash le plus terrible, le plus sanctionnable du week-end, de la journée, mais qui est rookie, qui n'est pas le seul à avoir fait une erreur, et on rappelle son excellent vendredi et son samedi, donc il n'a pas le 2 que j'avais mis à Stroll pour la même erreur au Brésil. Il y a des circonstances bien plus atténuantes et beaucoup plus de highlights. Il y a Lawson aussi à 4, il y a les circonstances atténuantes que j'ai décrites, voilà. Mais le crash, la Q1, le rythme... Voilà, je pense qu'un pilote normal qui fait ça, il a 2. Vu qu'il y a le contexte Red Bull, il a 4. Alonso lui aussi a 4, puisque le rythme était très bon, donc ça c'était bien. Mais il abîme son fond plat. En Q2, il se crache. Donc voilà, peut-être même qu'il mérite un petit peu moins quand on voit que des rookies ont la même note que lui, alors que lui aussi s'est craché. Et il y a Bierman, qui est un rookie, qui finit le GP de manière plutôt correcte, mais qui a vécu un cauchemar avec des erreurs pour moi quand même assez impardonnable en essai libre, même si c'est qu'un rookie. Donc c'est pour ça que finalement je le mets au même niveau qu'Adjar, parce que la faute d'Adjar est plus grave, plus grosse, mais en même temps elle peut arriver plus facilement, et celle de Bierman est beaucoup moins pardonnable. Voilà, et pour terminer, Sainz n'est pas noté parce que c'est pas sa faute l'accident, et en plus sa qualif a été plutôt bonne et logique. Du côté des équipes, vous avez aussi les notes de l'autre côté. C'est un mélange de performance et d'exécution. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Et je crois que j'ai été très long sur cette partie notes, donc je vous retrouve tout de suite et je vous demande de corriger celles avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, dans la bienveillance évidemment. Et bien voilà, sur ce, nous arrivons à la fin du premier des prix de l'année qui a été extrêmement riche vu tout ce qu'on a vécu ce week-end. Ça lance parfaitement une saison qu'on attend exceptionnelle. On a hâte de voir si McLaren va nous tuer le suspense devant, quels rookies vont se reprendre, que va-t-il se passer au sein des équipes, Hamilton, Sainz, comment le constructeur va évoluer parce que là il est dans une situation assez folle. Bref, ce premier Grand Prix n'a rendu que plus excitante cette saison 2025 qui s'annonçait déjà comme la plus excitante, et ce malgré le fait qu'une équipe semble avoir un avantage qui peut faire mal.
Et bien sur ce, merci de votre écoute. Je réitère, pensez au petit like et à l'abonnement si vous voulez me soutenir, ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai hâte de vous lire dans la bienveillance en commentaire. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Dès le week-end prochain, on est de retour du côté de la Chine et on se quitte avec Enzo Ferrari qui n'avait pas mis son réveil ce matin et qui demande s'il y a eu une course, si quelqu'un a un lien pour la revoir peut-être parce que voilà, il n'a pas du tout vu ce qui s'est passé. Donc voilà. Peut-être un peu de déni du côté d'Enzo. Il va quand même pas falloir que ça dure trop longtemps. Allez, à bientôt. Et bonne chance aux fans de Ferrari, de Vicarb, d'Adjar. Il y a des heureux, mais il y a aussi eu des déçus ce matin.